rappelle que les places du fond sont payantes. Je vous invite à vous approcher éventuellement de notre intervenant, afin qu'il n'ait pas que des chaises vides devant lui, parce qu'il s'adresse essentiellement au premier rang. Hein, donc il n'a pas de micro aujourd'hui, donc voilà. Non, je suis heureux de vous accueillir pour cette dernière conférence autour de notre salon du brasseur, avec le Musée français de la brasserie historique hein, dedans. Oui, bonjour. Euh, Destination Nancy, notre partenaire dans cette mise en place. J'espère que vous avez trouvé dans notre salon les réponses à vos questions, que vous avez pris du plaisir à rencontrer les artisans, les producteurs, les industriels qui sont venus vous présenter ces morceaux, et puis que vous avez aussi pris plaisir à écouter nos conférences. Je rappelle, pour que si à un moment vous deviez partir, vous ne l'oubliez pas, chaque fois que vous voulez disposer à un moment ou à un autre du support écrit, hein, des PDF qui seront disposés, ils seront disponibles au téléchargement. Il suffit de s'inscrire à l'accueil là au point info. Hein, voilà. Vous notez, on vous adressera ça d'ici quelques semaines, un lien pour pouvoir télécharger ces PDF. Et puis dans quelques jours seront disponibles aussi sur le site du Salon du Brasseur les captations, les vidéos de ces différentes conférences. Donc c'est des évolutions, hein. Vous aurez le lien YouTube et ça vous permettra de réentendre et réassister à ces conférences en espérant qu'elles vous apportent ces réponses. J'espère que vous aurez été très content d'assister à ça. Et pour aller dans le final, eh bien, on se retrouve maintenant autour d'un sujet très très pointu qui est celui de la carbonatation, celui qui intéresse tous les brasseurs et tous les consommateurs quelque part. Et pour ça, eh bien, un habitué, hein, on pourrait le dire maintenant, de nos plateaux, eh bien, c'est de l'Institut français des boissons, de bière et malterie de Vendeuvre, un partenaire fréquent dans tous ces sujets. C'est Pierre Brabant qui va parler de ce sujet, de la carbonatation. Bienvenue. Merci, bonjour à tous et merci d'être là pour cette dernière conférence. Donc, il y a quand même un peu de monde, hein. Je me suis dit, il n'y aurait plus personne le samedi après-midi. Non, ils sont là. Ça va, le public est là. Merci à vous d'être là. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de carbonatation en brasserie. Donc, c'est un sujet qui est primordial et un sujet que je trouve quand même assez complexe de par sa maîtrise et les différents paramètres qui interviennent devant. Donc, bière et carbonatation. Donc déjà, dans une bière, quand on parle de bière, forcément, c'est obligatoire d'avoir des bulles dedans. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans une bière. Dans une pinte de bière, on a à peu près 5 milliards de bulles de CO2. Et ces bulles de CO2, le consommateur, il va les voir tout de suite. S'il y a trop de bulles, s'il n'y a pas assez de bulles, c'est la première remarque, la première réflexion que fait un consommateur standard, on va dire, c'est « Ah ben tiens, cette bière, elle n'a pas assez de bulles » ou « Tiens, cette bière, elle a trop de bulles ». Donc avant de voir le goût, l'aspect, n'importe quoi, le premier caractère qui est jugé quand on goûte une bière, c'est sa carbonatation. Donc effectivement, il va falloir la maîtriser correctement pour bien démarrer la vie sur notre bière. Donc ce que je vous propose comme présentation aujourd'hui, c'est déjà rappeler c'est quoi l'objectif de notre carbonatation, les principes généraux de comment ça se comporte le CO2 dans une bière. C'est une notion qui est assez compliquée mais qui est essentielle à comprendre pour bien la maîtriser. Et la gestion du CO2 en brasserie, donc comment est-ce qu'on carbonate nos produits. Donc effectivement, il y a deux grandes écoles, hein. On a la méthode isobarométrique ou carbonatation forcée et la refermentation bouteille. Donc j'imagine s'il y a des brasseurs dans la salle, forcément il y en a qui ont pratiqué ou l'une ou l'autre, voire les deux. Donc l'objectif de la carbonatation, comme on l'a dit déjà, c'est l'aspect organoleptique du produit. Donc déjà ça va venir solliciter tous les sens du consommateur, en commençant par la vue. Avoir une bonne carbonatation, ça permet d'avoir aussi une bonne tenue de mousse. Donc la mousse n'est pas que faite par le CO2, mais le CO2 permet d'avoir une bonne mousse. Donc c'est important d'avoir une bonne mousse dans un verre de bière. Ensuite, le CO2 qui va s'échapper du produit va permettre de diffuser les arômes et ça va permettre de révéler le nez de votre produit, donc la fraction aromatique. Et ensuite, comme on en a parlé avant, la pétillance en bouche. Donc ça, c'est quelque chose qui est important d'avoir la pétillance. Et le CO2 va apporter le côté désaltérant au produit. Donc il y a des études qui montraient que le CO2
avait une action inhibitrice sur la sensation de soif en bouche, et du coup c'est pour ça qu'une bière, quand elle est fraîche et carbonatée, bah, du coup elle paraît plus désaltérante qu'un verre d'eau. Donc ensuite le CO2, c'est quelque chose qui est intéressant dans notre bière. Je ne sais pas si vous étiez là ce matin, mais il y a mon collègue Thomas qui a parlé de pasteurisation. Donc la bière, c'est un produit qu'on doit protéger, et la carbonatation permet de protéger notre produit. Donc ça va apporter de l'acidité à notre produit, donc ça va éviter qu'il y ait trop de micro-organismes qui se développent dedans, et surtout ça va nous permettre d'avoir un produit dans lequel il n'y a pas d'oxygène. Pas d'oxygène, encore une fois, ça va être une barrière pour le développement de micro-organismes. Donc ça, c'est un rôle intrinsèque au CO2 dans la bière. Petit rappel sécurité quand même sur le CO2, on travaille en brasserie, on utilise du CO2, donc que ce soit du CO2 qui s'échappe de nos fermenteurs naturellement pendant la fermentation, ou que ce soit du CO2 exogène qu'on a par la manipulation de bouteilles de gaz, que ce soit en cave de bar ou que ce soit à la brasserie. Donc rappel, le CO2 c'est un gaz qui peut être nocif, voire mortel pour l'humain. Donc en fonction du pourcentage de CO2 qu'on peut retrouver dans l'atmosphère, ça peut aller de forcément rien. Ici, on a du CO2 dans l'atmosphère, mais une concentration très basse, donc ça ne nous importe pas. Mais si cette concentration augmente, notamment dans une cave ou en dessous d'un fermenteur ou des choses comme ça, ça peut commencer à donner des maux de tête, des vertiges, et ça peut aller jusqu'à une asphyxie totale et un arrêt du cœur. Donc voilà, donc faites attention au CO2, et si vous avez des zones qui sont confinées, dans lesquelles vous avez l'habitude de travailler avec du CO2, que ce soit de par la typologie de vos bâtiments, de votre brasserie, que ce soit dans un bar, etc. Pensez à mettre un petit détecteur de CO2 pour vous protéger. Donc, le comportement du CO2. Comment est-ce que notre CO2 va réagir? Donc le CO2, c'est un gaz qu'on va vouloir mettre ou garder dans un liquide. Donc on a un gaz dans un liquide, donc c'est quelque chose qui est peu stable. Cette stabilité, elle va dépendre de 3 paramètres. Donc là, on a différents paramètres dans le tableau que je vous montre là. Donc on a déjà la concentration de CO2 dans le produit. Et cette concentration du CO2 dans le produit, elle va varier en fonction de la température du produit. Par exemple, si on a une bière qui est chaude, on l'ouvre, elle va mousser. Pourquoi? Parce que le CO2 dégaze, sort du produit, alors que quand on est à froid, le CO2 se solubilise dans le produit et reste mieux dans le produit. Donc on comprend bien l'impact de la température sur la carbonatation. Ensuite, la pression. Le CO2 va rester dans le produit si le produit est soumis à une certaine pression. Donc exemple, on se sert un verre de bière ou un verre de coca, on met son oreille au-dessus, avec le verre de coca ça marche bien, ou le verre d'eau pétillante, on met son oreille au-dessus et on entend le CO2 qui sort du produit. Donc il n'y a plus de pression, suffisamment de pression, donc le CO2 va quitter le produit. Donc ça c'est vraiment quelque chose à garder en tête quand on va travailler notre bière, quand on va travailler nos fermenteurs, faire un transfert, un soutirage, c'est comprendre est-ce que je suis à la bonne température, est-ce que j'ai la bonne pression pour que mon produit ne dégaze pas. Donc ça, il y a une table ou un ABAC qui permet de définir les relations entre ces 3 paramètres. Donc ça veut dire que si on connaît 2 paramètres, une température, une pression, ou une concentration de CO2 et une température, eh ben, ça permet de retrouver le 3e paramètre et du coup d'avoir toutes les informations possibles. Donc cet ABAC, voilà, c'est un tableau bête et méchant dans lequel on a, sur une entrée, on va avoir la pression et la température. Donc en fonction de la pression qu'on a sur notre fermenteur ou de la température, on va pouvoir en déduire quelle concentration de CO2 on arrive à conserver. Cet ABAC, on peut le retrouver aussi sous forme de petites réglettes, comme ça, où on a nos 3 paramètres et en bougeant la réglette, vous alignez 2 paramètres et ça vous donne quel est le 3e paramètre. Donc vous alignez par exemple pression et température et ça vous donne la concentration de CO2. Ou vous mettez une concentration de CO2 et ça vous donne les paramètres en fonction de la température ou de la pression. Donc le comportement du CO2, on a la concentration de CO2, la température, donc ça c'est des paramètres qui sont faciles à comprendre. Donc l'objectif c'est de maîtriser cette concentration de CO2. La température, donc on a des sondes de température, on régule avec du froid pour savoir à combien qu'on est. Et la pression. Donc la pression, c'est là où il y a une subtilité à comprendre au niveau de la pression. Et une fois que vous aurez compris cette subtilité, ça sera très facile pour vous de maîtriser
la dissolution du CO2 dans le produit. Donc la pression du gaz dans la bière, donc notre CO2, la bulle de CO2, quand elle est dans la bière, elle est soumise à une certaine pression. Cette pression, elle va changer en fonction de la quantité de CO2 qu'on a et de la température du produit. Par contre, cette pression, ça peut être une pression différente de celle de l'environnement. Donc par exemple, on peut avoir une bière dans une cuve à une certaine température, avec une dose de CO2, une pression A du CO2 dans la cuve, et une cuve qui a une autre pression. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir une pression différente entre celle de l'environnement et celle du gaz dans le produit. Et au final, cette pression du gaz dans la bière, on ne sait pas la connaître. Avec des outils standards, juste un fermenteur, un manomètre et une sonde de température, on n'arrive pas à connaître cette pression. On a la pression de l'environnement de la cuve, mais on n'a pas la pression du gaz dans le liquide. Donc, ces deux jeux de pression, ils sont très importants, parce que si on a une pression d'environnement, la pression d'environnement va toujours s'équilibrer avec la pression du gaz qu'il y a dans le liquide. Donc ça veut dire que si la pression de l'environnement est plus forte, et bien du coup on va avoir du gaz qui va pénétrer dans le liquide. On va voir que ça peut être intéressant après parce que ça va pouvoir carbonater notre produit. Et à l'inverse, si on a une pression d'environnement qui n'est pas suffisante, nos bulles de CO2 vont sortir. Exemple, le verre d'eau gazeuse qu'on met sur notre table, du coup la pression atmosphérique n'est pas suffisante et le CO2 quitte le produit. Donc ça, c'est important. Forcément, ça va aussi bouger avec la température. Donc cette pression du gaz dans le produit, il va falloir qu'on arrive à la déterminer. Et pour la déterminer, pour savoir si on est à la bonne pression ou pas, on a besoin d'outils de mesure spécifiques. C'est là où le simple mano du tank ou la sonde de température du tank ne suffit pas. Donc on a besoin d'outils spécifiques qui vont nous permettre de mesurer cette pression. Donc il y a différents appareils qui existent. Donc j'ai mis une liste sur la slide. Donc il y a des matériels de chez Anton Par, de chez OneCube, de chez Pentair, etc. Donc l'objectif de tous ces appareils, c'est toujours la même chose, c'est de mesurer la pression du gaz dans le liquide. Et après les appareils, où ils sont manuels et vous donnent juste une valeur de pression, et du coup à vous de prendre la bac pour aller retrouver la valeur de CO2 avec la température du produit pour en déduire la quantité de CO2. Ou alors il y a des appareils digitales qui ont déjà la bac intégrée avec le thermomètre et qui vont permettre directement de déduire la concentration de CO2. Donc de faire cette relation eux-mêmes. Donc ça c'est un appareil qui est essentiel. Donc un de ceux-là qui permet de mesurer cette pression de gaz et du coup d'en déduire quelle concentration de CO2 vous avez dans votre bière de manière précise. Donc comment est-ce qu'on va carbonater maintenant en brasserie ? Donc là, on a vu les principes généraux. Donc on a compris que pour pouvoir mesurer une carbonatation et pour pouvoir piloter une carbonatation, il faut maîtriser sa température, la pression de son environnement et réussir à lire la pression du CO2 dans le produit. Avec ces trois informations-là, on arrive à notre cible de CO2. Donc on a deux méthodes pour avoir une bière carbonatée. On a, la partie utilisation du CO2 produit en fermentation. Donc pendant la fermentation, on produit du CO2. La méthode isobarométrique consiste à garder au maximum ce CO2, le compléter s'il faut, et embouteiller un produit déjà carbonaté. Ou on a l'option refermentation bouteille, donc c'est-à-dire qu'on va laisser s'échapper le CO2 pendant la fermentation. On va avoir un produit qui va être peu carbonaté, et on va faire une deuxième refermentation dans la bouteille pour pouvoir avoir une carbonatation et avoir du CO2 dans notre bière. Donc les deux méthodes se connaissent. Pour ceux qui travaillent déjà en brasserie, ils comprennent l'intérêt de l'une ou l'autre méthode. La principale problématique avec la première méthode, qu'on peut se dire de prime abord c'est la plus simple, autant garder le CO2 qui est déjà produit, c'est qu'il va falloir des investissements matériels pour travailler sous pression jusqu'au conditionnement du produit. Alors que la refermentation bouteille évite de travailler sous pression et permet de limiter les investissements et surtout d'avoir des machines moins onéreuses. Donc la méthode dite isobar qui consiste à travailler sous pression. Donc l'objectif de cette méthode c'est de conserver le CO2 produit lors de la fermentation au maximum. Donc vraiment c'est acheter le moins de CO2 possible.
ajuster la carbonatation si besoin. Donc des fois on est un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus. Donc ça va permettre de s'ajuster de plusieurs méthodes différentes. Donc la méthode la plus simple, c'est d'ajuster pendant la garde froide, on va le voir après. Ça peut être la méthode du BBT en mettant une bougie fritée pour carbonater le produit, on va le voir après également. Le carbonateur en ligne, c'est aussi une option qu'on verra. Et on va conditionner notre produit en surpression constante. Donc c'est-à-dire qu'on va devoir mettre en bouteille ou mettre en fût un produit qui est déjà carbonaté, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler sous pression, et c'est là où les machines d'embouteillage pour conditionner sous pression sont à des tarifs plus élevés que des machines qui permettent de mettre en bouteille de manière gravitaire. Et je vous parlerai un petit peu des cas des transferts et des dry hopping quand on travaille sous pression, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc on a ici un diagramme de fermentation un petit peu standard hein, qui sort de nos cours. Donc avec la densité de notre produit qui va chuter pendant la fermentation, donc les sucres vont se consommer, et on va avoir notre CO2 qui va être produit en parallèle de cette consommation de sucre. Et l'objectif, ça va être de monter graduellement la pression de CO2, la pression résiduelle dans notre cuve, donc au final on va augmenter la pression de notre environnement pour pouvoir conserver le CO2. Pourquoi on le fait progressivement? Pour éviter de stresser la levure et éviter les arrêts de fermentation. Donc là, on a des levures qui peuvent être sensibles à la pression pendant la fermentation, ça va permettre qu'il y ait important. Donc ça va être essentiel d'y aller progressivement pour pouvoir finir à 1 bar 5 voire 2 bars avant la mise au froid. Et quand on va faire la mise au froid, et bien au final on va appliquer ce qu'on a vu précédemment. On va faire jouer nos 3 paramètres, donc température, pression et concentration du CO2. Donc on va abaisser la température, et en abaissant la température, on va favoriser la dissolution du CO2 dans le produit. Et hop, nos 2 bars de pression de CO2, ils vont rentrer dans le produit, et ça va nous permettre déjà de commencer à carbonater notre produit. Et donc si ça, on le maîtrise correctement, on peut, aux environs de 2 bars, se retrouver avec, après la mise au froid, une bière qui est déjà à 5 grammes de CO2 par litre. 4,5, 5 en fonction de l'étanchéité de vos fermenteurs, de comment vous avez fait votre Q3, de la température de votre garde froide évidemment. Mais ça veut dire que si on arrive bien à se débrouiller, on rajoute pas de CO2 derrière. On a déjà, au moment de la mise au froid, un produit qui est carbonaté, qui est à notre cible. L'objectif après, ça va juste être de conserver cette carbonatation. Donc comment on va conserver cette carbonatation ? On va la conserver pendant notre garde froide et jusqu'à la mise en bouteille en travaillant sous pression. Et si notre carbonatation n'est pas optimum, on va pouvoir compléter un petit peu en venant recarbonater le produit. Donc là, il y a plusieurs méthodes qui existent. Donc ça peut être déjà en mettant une petite bougie fritée pour injecter du CO2 dans le bas du tank. Ne pas oublier de purger les levures avant de faire ça, parce que sinon vous allez remettre tout en suspension. Autre option, donc forcément quand vous faites ça, ne pas oublier de mettre une pression dans le fermenteur suffisante pour avoir la carbonatation désirée. Encore une fois, on a notre abac entre la température de notre produit, la concentration qu'on souhaite et la pression qu'on met sur notre environnement. Autre option, faire par diffusion simple. Donc la diffusion simple, on peut la faire pendant la garde froide. Donc on a une garde froide qui va durer 5 jours et pendant ces 5 jours, on peut venir mettre, une pression sur notre fermenteur, donc une pression dans l'environnement qui va venir diffuser le CO2 dans le produit. Du coup, ça va permettre de réajuster notre carbonatation. Donc ça, c'est des petits ajustements qu'on peut faire si, à la fin de la fermentation, on n'est pas arrivé à notre objectif de CO2. Dernière option qu'on peut faire, c'est avoir un carbonateur Venturi. Donc c'est une conduite qui va permettre, avec une géométrie spécifique, de pouvoir intégrer et dissoudre le CO2 en ligne. Et ça va permettre de le faire en ligne directement avant le conditionnement, donc juste devant l'embouteilleuse. Par contre, c'est un matériel qui va être onéreux, qui va demander du nettoyage, qui va demander tout ce qui est avec derrière. Donc autant réussir à piloter en amont son CO2 pendant sa fermentation et sa garde froide, plutôt que d'acheter un carbonateur en ligne. Donc voilà, je vous ai remis un petit peu les 3 techniques pour réajuster sa carbonatation si vous n'êtes pas à votre cible en fin de fermentation. Donc on va voir la diffusion simple, on met juste une pression pendant notre garde froide, donc ça ne nous coûte pas grand chose.
L'intérêt, c'est que ça se fait en temps masqué, donc ce n'est pas une étape supplémentaire. Ça nécessite en investissement forcément des tanks et une soudure isoborométrique, donc qui tiennent la pression. Et je conseille un CO2 mètre pour pouvoir vérifier cette carbonatation et pour pouvoir valider qu'on est bien à notre cible. La méthode par bougie fritée, donc c'est quelque chose qui permet de rattraper une carbonatation assez rapidement, en 24 heures ou moins. Donc ça c'est bien pour un petit peu, si jamais on veut soutirer le lendemain et on se rend compte que notre carbonatation elle est un petit peu faible parce que le tank était fuyard ou quelque chose. Donc on peut remettre un petit coup de CO2, donc ça demande juste une petite bougie fritée. Et sinon c'est le même investissement que par diffusion simple. Et le carbonateur en ligne, donc là ça permet vraiment de s'affranchir de toute gestion avant et de se dire je carbonate en ligne avant de conditionner, je mets en route ma machine, j'appuie sur le bouton, entre guillemets, et on y va. Mais là, ça va être un investissement onéreux supplémentaire qui va être celui du carbonateur en ligne. Donc, le soutirage isoborométrique. Petite aparté sur le cas des transferts. Quand on veut transférer, donc passer notre bière d'un premier fermenteur à un deuxième fermenteur, pendant le process, donc tout en faisant ça sous pression. Donc l'idée c'est que ça peut se faire avec une pompe, mais qu'il faut que notre tank de départ, on le complète au CO2 au fur et à mesure qu'on le vide, pour éviter que le produit dégaze, et que le tank d'arrivée soit initialement mis sous pression pour que quand notre bière elle arrive dedans, elle ne commence pas à dégazer. Donc ça peut consommer du CO2. Donc une petite astuce qui peut permettre d'éviter de consommer trop de CO2, surtout par les temps qui courent, c'est de mettre un tuyau entre les deux fermenteurs. Donc comme ça, le CO2 qui s'échappe du fermenteur là permettra de venir compléter le CO2 de l'autre fermenteur. Et du coup, on économise à peu près 50% de CO2 sur une étape de transfert. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait assez facilement dans une brasserie avec un investissement qui représente un petit tuyau. Le dry hopping sous pression, question importante aussi, beaucoup de bières sont dry hoppées aujourd'hui. Comment on fait pour conserver notre pression tout en faisant du dry hopping? Donc le dry hopping, ça peut se faire en adaptant sur vos fermenteurs un petit bol qui va en fait faire rôle de sas de surpression pour pouvoir ajouter le pression dans le tank. Donc c'est comme pour un sous-marin, on a un petit sas, on met notre houblon dans le sas, on met en pression le sas, et ensuite on ouvre notre sas sur notre fermenteur qui était déjà en pression. Et donc là, le houblon va tomber dans le fermenteur. Et tout ça a été fait sous pression, donc on a conservé notre CO2 et on n'a pas dégazé malgré le fait qu'on ait fait un dry hopping. Donc en pratique, ça représente quoi? C'est un bol comme ça, donc on peut mettre un clamp au-dessus pour pouvoir ouvrir et mettre notre houblon. Et en dessous, une grosse vanne papillon type DN80, DN100 pour que les pelés puissent tomber. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Ça demande un petit investissement et d'avoir quand même une ouverture en DN80 ou DN100 sur le haut des tanks. Mais c'est quelque chose qui n'est pas irréalisable et pas non plus trop onéreux. Donc voilà pour la partie ISO. Est-ce que je peux vous en dire? Je ne suis pas venu sur les grands principes de l'embouteillage isoborométrique, mais je pense que tout le monde a compris l'idée, c'est de soutirer également sous pression. Autre aspect, comment maîtriser sa carbonatation quand on n'a pas des équipements qui permettent de tenir sous pression? Donc c'est la refermentation bouteille. Donc notre refermentation bouteille, qu'on a tous pratiqué en étant amateur, c'est très répandu en microbrasserie. C'est quelque chose, c'est un peu la porte d'entrée de tous, c'est de faire de la refermentation bouteille parce que ça limite les investissements. Après, ça peut développer des arômes spécifiques. On peut utiliser des levures différentes entre la première fermentation et la refermentation bouteille. C'est des choses qui peuvent se faire. Et l'objectif premier d'une refermentation bouteille, c'est de saturer la bière en CO2. Donc cette technique, elle consiste en quoi? À faire fermenter 1 gramme de sucre qui va nous donner moitié CO2 et moitié éthanol. Donc nous, ce qui nous intéresse dans cette réaction-là, c'est surtout la génération de CO2 qui va nous permettre de carbonater notre produit. Donc, il faut savoir qu'en fin de fermentation à pression atmosphérique, donc c'est-à-dire sans contre-pression, on a un produit qui est à peu près entre 1,5 à 2 grammes par litre de CO2. Donc soit une pétillance qui se remarque à peine au niveau organoleptique.
Donc on va ajouter des sucres. Par contre, ces sucres, il ne faut pas les ajouter n'importe comment. Donc déjà, il faut ajouter les sucres fermentescibles. Et la quantité de sucre à ajouter, elle va dépendre de la quantité de CO2 qu'on veut à la fin de notre produit. Donc c'est une valeur à définir et qui se calcule. Et de la quantité de sucre fermentescible résiduel qu'il peut y avoir dans votre produit. Donc pendant la fermentation en tank, il y a une majorité des sucres qui sont consommés, mais il peut y avoir des sucres fermentescibles qui ne sont pas consommés. Donc ça, c'est important de le prendre en compte pour la refermentation bouteille. Donc c'est la différence entre l'atténuation limite, donc une législation forcée en Erlen, versus une atténuation lue sur le fermenteur. Et éventuellement, ça peut être bien de mesurer la quantité de CO2 présente au début de fermentation. Est-ce qu'on part de 0, 1 gramme, 2 grammes? Forcément, en fonction de ce qu'on ajoute, on ne va pas arriver au même endroit. L'addition de levure, forcément, on parle de fermentation, refermentation. Donc c'est-à-dire que si on n'a pas la levure, si on n'a pas notre micro-organisme qui va permettre de consommer les sucres pour faire le CO2, ça ne fonctionnera pas. C'est un élément essentiel dans cette équation. L'addition de levure, elle n'est pas systématique. Ça va dépendre de ce qui reste sur le produit. Ça va dépendre de la souche que vous avez utilisée en fermentation primaire. Est-ce qu'elle floccule beaucoup? Est-ce que vous avez fait une garde longue? Etc. etc. Donc, après, ça peut être aussi une option de dire on change de souche pour pouvoir apporter un bonus, quelque chose de différent là-dessus, quoi. Voilà, une bière très connue qui fait ça, c'est Orval qui va refermenter avec une souche de Brett et du coup qui va donner une petite note Brett à son produit derrière. Donc ça, c'est quelque chose d'assez connu. Donc le taux d'ensemencement, il va varier. Ce qui peut être bien à retenir, c'est un petit comptage, un petit coup d'œil au microscope de temps en temps. Ça permet de valider qu'on ait bien encore des levures. Et avec une coloration, ça permet de valider qu'on a des levures en plus vivantes. Température de fermentation comprise entre 20 et 24 degrés. Donc ça, c'est une notion qui est importante à garder parce que pendant le temps de refermentation bouteille, il va falloir que les variations de température soient limitées. Et si on est dans un local qui n'est pas chauffé, où on a des hivers un petit peu froids, bon, je sais, ça arrive de moins en moins souvent maintenant, mais on peut avoir des brasseries où en hiver on tombe à 5 degrés dans le stockage et là la refermentation bouteille ne se passera pas. Donc il faut avoir au mieux une chambre chaude, sinon un espace qui reste tempéré toute l'année. Et ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte dans l'établissement de départ de la brasserie. Est-ce qu'on a la place pour faire ce stockage? Et surtout, notre temps de production du produit va être plus long. Donc notre besoin en fond de roulement va être aussi un peu plus important entre le moment où on rentre nos matières premières et le moment où on va rencaisser notre produit. Donc il y a un décalage de trésorerie sur le démarrage qui va se combler derrière, mais c'est quand même important à prendre pour le business plan. Donc en pratique, comment ça se passe? On va faire notre refermentation et surtout on va aussi apporter un petit peu d'alcool. Donc l'alcool, ça va être très limité parce que la refermentation de bouteille va vraiment être faible. Mais ici, je vous ai mis un petit exemple de calcul pour montrer qu'il y a un petit chouïa qui va être rajouté, mais que ça reste très limité. Donc, pas d'impact majeur sur l'étiquetage. Point d'attention pour la refermentation bouteille, c'est que les bouteilles, il ne faut pas qu'elles aient de micro-impact parce qu'on peut avoir une montée en pression qui va se faire progressivement pendant la refermentation bouteille. Donc c'est-à-dire que si la bouteille est fragilisée, on ne le verra pas tout de suite. On le verra, mais quand le produit sera déjà dedans, et le risque d'explosion se fera plus tard chez le consommateur ou après. Alors qu'à contrario, sur un soutirage isobarométrique, où on va mettre notre bouteille en pression avant de la remplir, si la bouteille est fragilisée, elle va exploser directement dans la soutireuse à la brasserie. Donc, remplissez jamais une bouteille qui était tombée ou abîmée ou sur laquelle vous avez un doute et placez-les à refermenter dans une pièce à part. Ça aussi, c'est bien, c'est au cas où il y a une explosion, une bouteille qui éclate, il n'y a pas de bris de verre ou quelque chose à côté. Et utilisez un petit afromètre, un petit mano qui se met sur une bouteille témoin pour contrôler les pressions et voir que votre produit ne monte pas trop haut avant de libérer un lot, quoi. Donc voilà pour la carbonatation en brasserie. Donc j'espère que ça vous a éclairé ou que ça vous a appris des choses.
À retenir de tout ça, c'est que on a deux options. On a la refermentation bouteille, qui demande, à mon sens, quand même de la maîtrise pour bien être serein et dormir sur deux oreilles. Il y a quand même un impact sur le goût, j'en ai pas trop parlé, mais la refermentation bouteille, pour moi, impacte le goût de façon mineure ou majeure en fonction de la souche qu'on utilise. Et l'autre option à notre carbonatation, c'est la carbonatation isobarométrique. Donc ça demande un investissement qui est onéreux, entre des tanks qui tiennent la pression, une soutireuse isobarométrique surtout et un CO2 mètre. Mais par contre, ça vous permettra d'avoir une constance dans le produit et une régularité qui est aussi intéressante à voir. Donc voilà, merci à tous et si jamais vous voulez discuter, je suis disponible tout de suite et sinon IFBM a un stand, mais bon, plus pour très longtemps parce que le salon est bientôt terminé. Merci, voilà, merci beaucoup Pierre. Je crois qu'on peut apporter nos applaudissements à cette présentation d'une grande richesse. Encore une fois, et on savait que ça serait comme ça, mais c'est bien, ça nous permet d'en voir un petit peu plus. Évidemment, il a abordé ces sujets de façon assez technique, assez précise, mais peut-être que vous avez quelques suggestions, quelques questions qui vous viennent à l'esprit tout de suite. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à l'interpeller. Maintenant, on a encore 10 petites minutes devant nous. Le salon n'est pas encore tout à fait fini, même s'il se termine. Et c'est le moment d'apporter vos questions, vos réflexions, vos éclairages, ou peut-être, ou mieux encore. Voilà une question, bien sûr. À vous. Bonjour. Je voulais savoir si je n'ai pas arrivé à obtenir ma densité. Si je suis à 3 bars plateau, à 3 degrés plateau, pardon, mais que j'aurais dû descendre plus bas, je vais avoir encore des sucres résiduels dans ma bière, dans mon fermenteur. Comment je peux calculer mon taux de resucrage en bouteille? Alors, il faut pratiquer le test de l'atténuation limite avec la même levure que vous utilisez en fermentation. Donc, l'atténuation limite, c'est quoi? C'est prendre une petite dose de mou le jour où vous mettez en fermenteur avec la levure dedans et vous mettez ça sur un agitateur à une température au moins de 20 degrés dans une pièce, dans un bureau, etc. Et donc là, vu que c'est agité, ça va forcer la levure à aller tout consommer, tout ce qu'elle est capable de consommer. Et là, vous faites une mesure de densité sur ce petit échantillon. Et donc ça, c'est la valeur d'atténuation limite. Et du coup, vous l'opposez à la valeur que vous allez lire dans le fermenteur. Et la différence entre les deux, en fait, si vous la mettez en degrés plateau, vous pouvez la convertir en quantité de sucre, en grammes de sucre par litre. Et du coup, vous savez déjà que ça va être potentiellement fermenté pendant la fermentation bouteille. C'est un exercice très simple à réaliser. Pour dire j'ai déjà fait, donc c'est très simple. Peut-être un éclairage sur une autre partie de la question. Parce qu'on a... Voilà, oui, bien sûr. Merci. Donc pour rebondir sur la question précédente, est-ce qu'on peut, de ce fait, si on a décidé d'embouteiller, qu'on ne veut pas aller plus loin dans la fermentation et qu'on embouteille avec une densité qui n'est pas celle qu'elle devrait être, on en tient compte, on peut faire un calcul et embouteiller comme ça? Oui, donc si vous avez une différence justement et que vous savez qu'il y a encore des sucres fermentescibles dans votre produit, et si vous ne faites pas de refermentation bouteille, vous pouvez quand même le tenir en compte et vous dire je carbonate un petit peu moins parce que je sais qu'elle va repartir un petit peu en fermentation et du coup je me laisse une marge de manœuvre sur ma carbonatation. Donc je sous-carbonate un petit peu en anticipant le fait qu'il y ait une reprise de fermentation. Et ça c'est important de le faire, surtout en été, parce qu'en été on a tous eu des problèmes de l'eau de fût qui mousse, parce qu'il y avait peut-être un petit delta. Et hop, les fûts ils sont exposés à la chaleur dans les températures de cave où il y a des groupes froids qui tournent, etc. Et ça repart un petit peu et après on a des fûts qui moussent. Et en plus c'est toujours à la mauvaise période. J'espère que ça a répondu à votre interrogation. Une petite troisième. Il n'y a pas de prime, hein? Oui, bien sûr, oui. Non, mais on peut y revenir aussi souvent que possible, pas de souci. Oui, vous parliez tout à l'heure du matériel pour la carbonatation, pour calculer la carbonatation de la bière. Est-ce qu'on peut juste se contenter de la règle? Alors, on peut essayer, je dis bien essayer, de se contenter juste de la règle, la réglette ou la bac.
en regardant la température de son fermenteur et la pression de son fermenteur. Par contre, il faut vraiment attendre plusieurs jours que la pression se stabilise, donc vraiment qu'il y ait un échange qui se fasse entre l'environnement et le gaz, donc qu'il y ait vraiment cet équilibrage qui se fasse entre les deux. Attendre au moins 4 jours à température stable, sans changer la pression. Et si là, la pression de votre fermenteur ne bouge plus, vous pouvez considérer que la pression que vous lisez sur le mano est celle du gaz dans le liquide, et du coup, vous arrivez à en déduire votre concentration de CO2. Et la surpression qu'on peut apporter dans le fût, par exemple, dans le fermenteur, pour rapporter la carbonatation, combien de temps? Un certain temps sans doute. Combien de temps et quelle différence? Qu'est-ce qu'il faut apporter? Est-ce qu'il faut aussi agiter pour être sûr que ça pénètre? Enfin voilà, j'ai des petits détails qui nous viennent à l'esprit. Donc si on veut recarbonater par diffusion, donc juste en mettant en pression notre fût ou notre fermenteur pour carbonater notre bière, ou vous pouvez mettre une pression qui est plus importante, donc ça va aller très vite. Par contre là, il faut pouvoir mesurer dans le produit quand est-ce que la carbonatation est bonne pour pouvoir stopper et se mettre à une pression d'équilibre où il n'y aura plus d'échange entre notre produit et le fermenteur. Ou alors, si vous n'avez pas de quoi mesurer, vous mettez simplement la pression d'équilibre que vous souhaitez. Donc si par exemple vous avez une bière à 3 degrés et que vous voulez 5 grammes par litre, vous mettez à peu près 0,7 bar dans votre fermenteur. Donc ça, vous savez que c'est la pression objective du gaz dans la bière. Et vous mettez ça sur le fermenteur. Et comme ça, ça va se stabiliser naturellement. Ça va être plus long, mais au moins vous ne prenez pas le risque d'aller sur une surcarbonatation, quoi. Donc là, vous utilisez uniquement la bac. C'est encore une question. Dans le cas d'une refermentation en fût, mais par surcarbonatation par contre, comment on procède? Parce que c'est-à-dire que je mets ma bière dans mon fût et je mets du CO2 dedans. J'essaye d'appliquer la loi Henry, mais les résultats ne sont pas toujours là. C'est que donc, la pression, vous la trouvez facilement avec la table ou la réglette de CO2. Donc vous mettez votre fût dans une chambre froide, vous voulez 5 grammes par litre, votre chambre froide elle est à 2 degrés et vous arrivez à lire la pression qu'il faut mettre en sortie de votre bouteille de CO2 qui viennent sur le fût. Si le produit n'est pas assez carbonaté, c'est que vous ne l'avez pas laissé assez longtemps. Et du coup, l'équilibre ne s'est pas fait entre la bouteille de CO2 et le produit, quoi. Okay. J'espère que ces éclairages techniques vous donnent envie d'aller lui reposer des questions en tête-à-tête sur les stands ou de le rencontrer et de rencontrer les professionnels de l'Institut français de boissons et malteries et puis aussi ceux qui sont autour du musée de la brasserie qui ont un grand nombre de réponses à vous apporter le cas échéant. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. On applaudit encore bien fort notre ami Pierre. Merci pour sa présentation. Je rappelle que vous pourrez disposer de toutes les conférences dans les semaines à venir sur le site du Salon du Brasseur et puis de leur support physique, le support PDF, à l'inscription ou sur demande. Vous écrivez au Musée français de la brasserie, on vous donnera ces réponses-là par mail pour pouvoir les télécharger. Merci encore. Et évidemment, des questions individuelles sont tout à fait possibles. Merci pour votre présence. Le Salon du Brasseur est heureux de vous avoir accueilli tout au long de ces conférences et Musée français de la brasserie, Destination Nancy espère avoir apporté les réponses auxquelles que vous prétendiez. Merci encore de votre présence. On vous retrouvera l'année prochaine sur ces mêmes sujets. Et puis bien sûr ce soir et demain pour la fête de la bière, la fête des bières, pardon. Et j'espère que vous y passerez un très bon moment. Très bonne fin de journée à tous.